Je vous présente Frédéric Worms de l'Université de Lille 3 et directeur du centre et co-organisateur avec moi de cette journée, de ce cycle de journées sur le passeur, qui donc va nous parler de Jean Wahl par rapport à son rapport avec la poésie. Et je lui laisse la parole. Bien, merci beaucoup. Donc je suis très heureux de faire cette conférence aujourd'hui sur un sujet que je veux traiter absolument depuis plus d'une dizaine d'années, très exactement depuis la première publication des textes que je vais commenter aujourd'hui, qui sont certains des poèmes anglais de Jean Wahl qui ont été publiés en 1992 dans la revue Inuit en décembre 1992. Je vais commenter un certain nombre de ces poèmes, et même plus précisément le poème où Jean Wahl répond en anglais à un poème, au grand poème du poète anglo-américain T.S. Eliot, et poème qui a donc été publié pour la première fois en 1992. Alors bien que donc j'ai cette réflexion, cette lecture en tête depuis la publication de ce volume, il y a déjà plus de 12 ans, bien que aussi dans cet exposé touche à des questions qui me sont essentielles depuis plus longtemps encore, il a quand même été préparé un petit peu dans l'urgence. Et donc je vous demande d'excuser la présentation des textes que j'ai photocopiés pour vous, qui certes représentent, le collage que vous avez sous les yeux représente l'objet même de l'intervention d'aujourd'hui, d'une certaine façon, un collage qui n'a pas été fait même dans l'édition initiale. Et je le regrette en partie, mais ce qui manque, et je le suppléerai un peu au fur et à mesure dans les quelques citations que je ferai, c'est évidemment, ça vous sautera aux yeux tout de suite, la traduction des deux poèmes en anglais, donc que je vais indirectement et directement commenter aujourd'hui. Donc je le dis tout de suite pour que vous sachiez ce que vous avez sous les yeux. J'ai donc mis côte à côte certains extraits du texte original, si j'ose dire, du texte initial de T.S. Eliot, Thomas Stearns Eliot, intitulé Four Quartets, les 4 quatuors, et les extraits correspondants, quasiment terme à terme, section après section, du poème que Jean Wahl écrit pour lui répondre en pleine Seconde Guerre mondiale, donc je vais y venir dans un instant, et donc qu'il intitule 4 anti-quatuors, Four Anti-Quartets. Et donc, vous allez avoir sous les yeux, alors malheureusement, je n'ai pas pu tout photocopier, la photocopie aurait été beaucoup trop longue. Vous avez quelques extraits. Le plus souvent, ce que j'ai essayé de vous proposer, donc, c'est des extraits qui vraiment correspondent quasiment terme à terme. Et donc, en réalité, si j'avais le temps, c'est vraiment une lecture mot à mot qu'il faudrait faire. Vous avez sur la page de gauche donc, le texte de T.S. Eliot, et sur la page de droite, le texte de Jean Wahl, un certain nombre d'échantillons du début jusqu'à la fin. Donc le titre de mon exposé a un peu changé. Initialement, il s'agissait de traiter d'une manière générale des poèmes métaphysiques de Jean Wahl au cœur du XXe siècle, au cœur du siècle. Le titre, évidemment, s'est un peu précisé et pourrait être plus simplement 4 anti-quatuors, Jean Wahl et T.S. Eliot, poètes métaphysiques au cœur du XXe siècle. Je commencerai par une question à laquelle je n'ai pas la réponse. Peut-être que certains dans l'assistance, c'est une question factuelle au fond, pourront nous la donner. Mais c'est simplement la question de savoir où et comment Jean Wahl a découvert les 4 quatuors, les Four Quartets de T.S. Eliot, publiés pendant la Seconde Guerre mondiale. Les a-t-il découverts à son arrivée aux États-Unis, professeur de philosophie à la Sorbonne en exil, après avoir été miraculeusement libéré de prison, alors même que ce poème venait de paraître? Les a-t-il découverts un petit peu plus tard, alors que, après être arrivé donc aux États-Unis, il enseigne à Smith College, dans le Massachusetts, dans l'État même où la famille d'Eliot venue d'Angleterre, des lieux dont certains sont décrits dans les quatuors, dont certains donnent leur titre à certains des quatuors d'Eliot, s'était établi, ou bien les a-t-il lus plus tard encore, au moment de présenter la poésie américaine aux lecteurs français après la Libération, dans une anthologie pour la revue Fontaine, qui fait partie de ces grandes publications de l'immédiate après-guerre, avec le tableau de la philosophie française et d'autres textes,
nous n'en saurons peut-être jamais rien. Nous ne saurons peut-être jamais exactement où et comment, dans quel contexte précis, il a fait cette lecture. Ce que nous savons en revanche, par contre, c'est que cette lecture a poussé Jean Wahl, donc professeur de philosophie à la Sorbonne en exil, à un geste qui nous paraît extraordinaire, non seulement en lui-même ou par les circonstances, ou par sa nature, concrète, mais évidemment, avant tout, en lui-même, par son contenu et par sa portée pour tout le siècle, me semble-t-il, et même au-delà, et qui fera l'objet du présent exposé. En effet, la lecture de ce long poème de T.S. Eliot, qui fait partie, sans aucun doute, des plus grands poèmes du XXe siècle, la lecture de ce poème de T.S. Eliot pousse Jean Wahl à répondre par un autre grand poème, écrit directement en anglais, et qui n'a pas été publié avant 1992, dans le contexte que j'ai évoqué tout à l'heure, dans la revue Inuit, donc dans un recueil intitulé Jean Wahl, le poète. Une réponse, donc, dont l'un des intérêts est justement, et je vais y venir dans un instant, qu'il s'agit d'une réponse, c'est-à-dire aussi d'un argument philosophique, mais d'une réponse poétique, une réponse dans un poème, une réponse au titre « On ne peut plus simple », mais à mes yeux aussi « On ne peut plus fort », 4 anti-quatuors, 4 anti-quartets. C'est sur ce poème, ou plus exactement, c'est sur la relation entre ces deux grands poèmes. Et dans ces deux grands poèmes entre poésie et métaphysique, entre poésie et philosophie, que portera mon exposé aujourd'hui. La surprise, en effet, que l'on éprouve devant le geste de Jean Wahl, geste inédit à tous égards, la surprise que l'on éprouve n'est pas seulement que Jean Wahl, philosophe, introducteur, comme cela a été rappelé ce matin, non seulement de Kierkegaard, l'un de ses personnages conceptuels, mais aussi d'un jeune Hegel, mais aussi des premiers textes de Heidegger, voire de Wittgenstein, en France, et auteur de ses propres ouvrages de philosophie, entre autres choses. La surprise n'est pas que ce philosophe écrive des poèmes. Plus exactement, cette surprise est déjà en partie apprivoisée, connue, méditée. Un admirable recueil édité à Montréal en 1944, intitulé Poèmes, avait déjà lui-même été précédé de quelques plaquettes, dont les poèmes de circonstance, dont je citerai quelques extraits en terminant. Ils sont certes méconnus, mais ils n'en font pas moins partie de son image, souvent d'ailleurs pour la dévaloriser, pour contribuer à l'image d'un philosophe-poète, c'est-à-dire rêveur, c'est-à-dire déconnecté au fond des enjeux scientifiques, politiques, historiques du siècle. Souvent donc pour mieux la déformer, alors que, au contraire, me semble-t-il, ça le situe, c'est précisément à travers également cette œuvre poétique, autant qu'à travers son œuvre philosophique propre et de médiateur, qu'il est au cœur du XXe siècle. La surprise n'est pas seulement non plus, même si la surprise ici est déjà un peu plus grande, la surprise n'est pas seulement non plus qu'il écrive directement en anglais, une langue que son père enseignait, et que, comme son maître Bergson, dont c'était la langue maternelle, il parlait couramment. Certes, entre parler couramment une langue et écrire directement, poétiquement dans cette langue, dans une langue qui d'ailleurs s'affronte à l'une des plus grandes langues philosophiques, des plus grandes écritures poétiques, des plus grandes écritures poétiques anglaises du XXe siècle, celle d'Eliot, cela n'est pas rien. La langue des Four Anti-Quartets, dont je vais avoir quelques extraits sous les yeux, qui ne sont pas d'ailleurs les seuls poèmes anglais de Jean Wahl, n'est pas seulement une langue d'exil, c'est aussi une langue anglaise et poétique entièrement appropriée. C'est une langue qu'il faut lire comme telle, et c'est pourquoi aussi, me semble-t-il, il est bon d'avoir directement les deux textes sous les yeux dans leur langue originale. Pour les traductions, je vous y renvoie, la traduction de T.S. Eliot par Pierre Léris aux éditions du Seuil est tout à fait remarquable. La traduction des Four Quartets est tout à fait intéressante aussi, même si sur certains points, elle est peut-être à reprendre. En tout cas, elle fait partie de ce beau travail de redécouverte qui contribue au travail de redécouverte du philosophe comme tel. Mais la surprise, donc, ne tient pas seulement au fait qu'il s'agit d'un poème et d'un poème en anglais. La surprise, évidemment, l'objet essentiel de mon exposé aujourd'hui, la surprise vient du contenu même de cet admirable poème, ou de sa forme, ou plus exactement de l'unité
indistinguable, et c'est bien pour cela qu'il s'agit d'un poème et non pas seulement d'un argument, de l'unité indissociable, indivisible, de sa forme et de son contenu, de son geste et de son thème et de son problème, d'une certaine manière. Il s'agit de la rencontre, peut-être par une sorte de chiasme, mais dans les deux cas de manière indiscernable et indivisible, entre un philosophe-poète, Jean Wahl, et un poète-philosophe, T.S. Eliot, entre deux œuvres, deux textes, au fond, qui suffiraient, par leur contenu même, à nous faire sentir qu'il s'agit de poète-philosophe ou de philosophe-poète, tant, au fond, les enjeux biographiques ou biophilosophiques sont intriqués dans le texte même, ainsi que leur contexte historique même. Pour en savoir plus précisément sur l'importance de ce contenu qui articule d'une manière inséparable, encore une fois, la forme et le contenu, le thème et l'écriture poétique elle-même, dans la différence même entre ces deux textes, sur lesquels je conclurai, qui me paraît être au fond l'enjeu de cet exposé, de cette redécouverte, je peux dire un mot, avant d'entrer dans les trois moments principaux de cet exposé, du titre que Jean Wahl donne donc à son poème, à son long poème, à son grand poème, peut-être c'est son seul grand poème en réalité, j'y reviendrai en conclusion, de ce titre qui est apparemment simple, voire simpliste, mais qui pourrait aussi tout dire en quelques mots, les 4 anti-quatuors, les 4 anti-quartets. 4 anti-quatuors, ce titre nous dit en effet 2 choses, me semble-t-il, et donc je ferai ces 2 remarques préalables avant d'entrer plus avant dans le contenu de cette confrontation poétique ou poético-métaphysique. Intituler un poème 4 anti-quatuors, c'est en effet formuler quelque chose comme une objection. C'est bien entendu se situer par rapport à un autre titre ou par rapport à un autre poème. Plus précisément encore, je dirais, c'est introduire l'objection, ou c'est introduire la philosophie comme objection dans la poésie même. Le titre manifeste d'emblée la revendication d'un argument métaphysique entre 2 textes poétiques. Et de fait, cet argument n'a rien d'une objection, je dirais, scolaire, d'un philosophe contre un autre. Il ne s'agit pas de commenter le texte de l'extérieur, d'une manière qui peut nous surprendre. Et même si elle avait des raisons biographiques, encore une fois, parce que Jean Wahl aurait pu croiser T.S. Eliot au cours de Bergson au Collège de France dans les années 1910, auxquels ils ont assisté tous les deux. T.S. Eliot faisant partie des grands poètes européens qui ont suivi l'enseignement bergsonien au Collège de France, comme Antonio Machado en Espagne, Nikos Kazantzakis en Grèce ou d'autres. Eh bien, même s'ils s'étaient croisés, on est quand même surpris, et je crois qu'il ne s'agit pas d'une indication biographique, on est quand même surpris par la nature absolument directe du dialogue comme objection au cœur de la reprise des textes poétiques, et cela dès le premier vers de Jean Wahl lui-même. Quel autre poème, en effet, quel autre poème peut-on connaître dans l'histoire de la poésie, tout simplement ? Quel autre poème qui commence par une adresse à un autre poète sous la forme d'une objection philosophique la plus radicale, la plus simple ? Regardez le premier vers de Jean Wahl, qui pose donc une question. What do you mean? What do you mean? Alors après ça continue bien sûr. What do you mean by this dirge about time, emptying it into one vague notion, etc. This dirge, alors c'est traduit par Jacques Darras dans Inuit par la marche funèbre. En tout cas, oui, la marche funèbre, peu importe ici, on va y revenir, l'objection est déjà présente dès la première phrase. Il va s'agir d'un débat sur le temps et même de 2 conceptions du temps. Une conception d'un temps dévasté et d'un temps qui recèle encore des pointes possibles d'unité et de joie, d'un côté par opposition à l'autre. Mais ce qui nous frappe tout de suite, c'est ce « What do you mean ?» What do you mean? Un poème qui commence par une question à un autre poème et même à un autre poète, par un dialogue à la 2e personne, par une question qui, encore une fois, pourrait nous paraître naïve et abstraite. En effet, je crois que l'objection principale qu'on pourrait faire à cette objection, l'objection principale qu'on pourrait faire à ce texte poétique, écrit par un philosophe, c'est que serait pertinente s'il avait la prétention de réfuter philosophiquement un texte poétique.
comme s'il s'agissait là d'un philosophe, croyant pouvoir réfuter un poème, réfuter une thèse philosophique inscrite dans un autre poème, par exemple une thèse sur le temps, en oubliant précisément qu'il s'agit d'un poème. Or, ici, la réfutation ne va pas être seulement métaphysique. La réfutation ne peut pas être seulement celle de quelqu'un qui refuse la thèse de quelqu'un d'autre, indépendamment de la manière dont elle a été exprimée, indépendamment de l'acte qu'il a incarné, indépendamment du poème où elle s'est inscrite. Non, la réponse de Jean Wahl à T.S. Eliot n'est pas seulement une philosophie du temps par opposition à une autre, c'est celle d'un poème contre un autre. Et les 4 anti-quatuors, même si ce sont bien la réfutation métaphysique d'une thèse métaphysique, sont aussi des quatuors, sont aussi un poème. C'est donc bien que, au-delà de ce premier aspect, un aspect de réfutation, un aspect dialectique au fond, sur lequel je reviendrai, un anti qui s'intercale entre deux affirmations, 4 quatuors, d'une certaine façon, c'est donc bien que la portée du titre va plus loin et nous introduit déjà au contenu. D'où ma deuxième remarque sur le titre, la première portant sur le fait qu'il s'agit bien d'un dialogue, d'une dialectique, d'une réfutation poétique, d'un genre inédit, peut-être inédit depuis les grandes joutes métaphysiques et poétiques, soit dans l'Antiquité, soit dans la rhétorique médiévale. La deuxième remarque, c'est que, évidemment, le titre répond au titre de T.S. Eliot et contient déjà une indication fondamentale, me semble-t-il, sur le contenu même du débat, dont on vient de voir avec les premiers vers, dès le premier mot de T.S. Eliot, time present and time past, dès le dernier mot du premier vers de Jean Wahl, qu'il s'agit du temps. En effet, le titre de T.S. Eliot lui-même, 4 quatuors, le titre de T.S. Eliot valait déjà comme ce que j'appellerais une énigme évidente. Pour moi, 4 quatuors, dans sa perfection formelle, ce titre contient l'indication d'une sorte d'auto-annulation. Ce titre, en effet, et je crois que c'est la thèse de ce poème, ce titre semble s'annuler lui-même, ou plus exactement, annuler de l'intérieur en le redoublant le déroulement musical du temps que l'idée de quatuor semble suggérer. Si le quatuor semble suggérer une forme musicale ou un ensemble musical, quelque chose qui suppose dans le nombre même, 4, le déroulement du temps, parler de 4 quatuors semble en effet refermer le déroulement du temps sur lui-même en une totalité close. C'est cette dialectique entre le déroulement temporel d'un quatuor et son repli sur un instant poétique fermé et absolu, peut-être contenant en lui l'idée d'éternité, qui me semble impliquée dans le titre même de T.S. Eliot et qui, au fond, va en effet se vérifier dans sa thèse métaphysique et dans son expérience sensible. Les 4 quatuors, qui portent chacun un nom de lieu, sont en effet un parcours qui vise à s'annuler lui-même, qui vise à nier l'idée de début et de fin, l'idée de temps présent et de temps passé, non pas encore dans une éternité simpliste, mais à travers une dialectique concrète et complexe, sur laquelle je reviendrai plus loin. Le temps, mais le temps perdu, ou le temps vain, the waste time. Dans le poème de T.S. Eliot, on trouve très précisément l'expression the waste sad time. Le temps triste et dévasté, ou vain et triste, qui prolonge évidemment le titre de l'autre grand poème de Thomas Stearns Eliot, plus connu encore en un certain sens, The Wasteland, la terre vaine. Le temps vain ou le temps perdu, pour ainsi dire. Encore aujourd'hui, en anglais, tout simplement, si vous dites que vous vous ennuyez quelque part, vous parlez du waste of time. This is a waste of time, c'est du temps perdu, c'est du temps gâché. Le temps perdu, le temps vain, voilà le titre, au fond, voilà l'objet aussi du poème de T.S. Eliot. Voilà peut-être aussi le temps perdu, la hantise secrète du XXe siècle. Tel est en effet le cœur du poème et, pour ainsi dire, le cœur du problème. Or, par son objection poétique, dès le titre même, 4 anti-quatuors, il me semble que le projet de Jean Wahl est de réouvrir le titre d'Eliot, et de réouvrir, de fracturer la perfection formelle du temps d'Eliot, de réouvrir l'éternité contradictoire, l'éternité dialectique, mais l'éternité quand même, du temps d'Eliot, et on verra qu'Eliot est ici le nom de tous les poètes de la dialectique littéraire du XXe siècle, d'une certaine façon. Eliot est comme Kierkegaard, peut-être en philosophie, peut-être ici un personnage
peut-être pas conceptuel, mais si quand même en partie conceptuel, un personnage en tout cas que Jean Wahl invente, même s'il ne le laisse pas émerger publiquement, puisqu'il ne publie pas ce grand poème, j'y reviendrai à la fin. Le titre, donc, 4 anti-quatuors, a selon moi la force de réouvrir de l'intérieur, en le fracturant par une négation, le titre d'Eliot. Il y a quelque chose à dire contre ce temps qui se replie sur soi, et ce quelque chose, je le dis tout de suite, ce ne sera pas tant le temps qui coule, même s'il va apparaître. La différence entre le présent et le futur, même si elle apparaît dès les premiers vers, là aussi que je vais citer et commenter dans un instant. Ce qui va apparaître à l'intérieur du temps concentré de T.S. Eliot, de l'admirable temps poétique de T.S. Eliot, c'est un temps non moins admirable qui n'est pas la durée bergsonienne dont ils sont peut-être partis tous les deux, mais qui n'est pas non plus l'éternité formelle de T.S. Eliot, qui est plus précisément l'instant poétique selon Jean Wahl, où il va d'abord passer par retrouver les apories d'Eliot, mais aussi les dépasser de l'intérieur. Plus précisément encore, ce qu'introduit la négation, for anti-quartets, dans le titre même de Jean Wahl, ce qu'introduit la négation, c'est un double temps, c'est une double chose. C'est d'abord le temps négatif de la dialectique et du discours. Et ce temps très important qui rend impossible l'éternité, et même l'instant poétique en apparence, ce temps s'introduit donc dans la poésie. Il me semble que Jean Wahl introduit la poésie dans la philosophie autant que la philosophie dans la poésie. Il y a place au cœur de l'éternité formelle du poème pour le temps dialectique de l'argument, pour le temps dialectique du discours, pour la parole qui se déroule et qui se déploie dans l'argumentation. Mais évidemment, et c'est là que je rejoins l'idée que je viens d'indiquer, la concision reste là. Il ne s'agit pas de réfuter philosophiquement les four quartets par un discours dialectique, même si le discours dialectique est là. Il s'agit d'arriver à l'instant de la négation, l'instant aussi puissant que celui de la boucle formelle des 4 quatuors. Cet instant que le titre évoque dans sa concision négative même, et que Jean Wahl définira explicitement d'une formule admirable, qui rejoint Bachelard, dont il a été question ce matin, dans les derniers vers du poème. Alors je ne sais plus si fait partie, je ne suis pas sûr, des textes que vous avez sous les yeux. Je ne sais plus si j'ai mis la dernière page, parce que j'ai dû faire des choix dans mes photocopies, mais je crois que vous avez la page 76 du poème de Jean Wahl, qui commence en haut par negating and drowning the opposite. C'est la toute oui, vous l'avez, la toute dernière. Cet instant, alors c'est la phrase que j'ai soulignée, que je vais citer tout de suite, que Jean Wahl définit donc d'une formule d'un anglais admirable, peut-être choquante pour un anglophone de naissance. Et c'est le premier des vers que j'ai souligné. There is a beginning and an end. Donc il y a, alors il faut assister évidemment, il y a contre T.S. Eliot qui dit qu'il n'y en a pas, un commencement et une fin. And this is the now of the no. The now of the no. Le maintenant du non, ou pour le dire peut-être plus joliment en français, l'instant du non. C'est difficile évidemment, the now of the no, peut-être qu'il est impossible de le traduire. Ainsi, peut-être que la négation du for anti-quartets introduit à la fois le temps dialectique et l'instant du non comme un instant de surgissement absolu d'une différence, mais aussi d'expérience absolue d'un refus qui nous rejoint à l'acceptation d'une réalité contre le refus dialectique du temps qui était présent dans les 4 quatuors de T.S. Eliot. Plus profondément encore, et j'en viens maintenant au cœur de mon propos et au déroulement même de ce rapide exposé. Encore une fois, il s'agit d'une lecture qui mériterait, à mon avis, une étude suivie à part entière et une édition juxtalinéaire, comme on pourrait dire, des 2 textes l'un à côté de l'autre. Plus profondément encore, ce que manifestent ces 2 premières remarques sur le titre, for quartets, for anti-quartets, c'est la manière dont s'intriquent ici, de manière très précise, la forme et le contenu du poème. La forme, c'est-à-dire la dualité du déroulement et de l'unité. Le poème, le poétique, c'est ici à la fois le déroulement d'une expérience et l'unité de ce déroulement, dans ce qui est précisément l'unité d'un poème. Mais d'un autre côté, le contenu a pour dialectique interne cette même dualité d'un temps dont il faut penser les contradictions, et d'une éternité ou d'un instant, peut-être les 2 versants, les 2 solutions, qu'un rien sépare,
mais que tout oppose, et qui sont celles d'un côté de T.S. Eliot et de l'autre côté de Jean Wahl. Ainsi s'intrigue donc la forme et le contenu du poème dans un débat tout à la fois poétique et philosophique, qui mêle philosophie et poésie, précisément parce que peut-être l'expérience contradictoire du temps ne peut être confiée qu'à ces deux instances à la fois, c'est l'instance poétique et métaphysique, en tant qu'elle n'est pas seulement précisément l'énoncé des contradictions comme telles, j'y reviendrai pour conclure, donc il mêle poésie et philosophie, et que je vais étudier brièvement en distinguant trois aspects, avant de montrer pour finir en quoi ce débat prend place au cœur du XXe siècle, en quoi la Seconde Guerre mondiale, notamment, n'est pas par hasard la toile de fond de ce débat poétique, quoi Jean Wahl ne choisit pas de commenter T.S. Eliot seulement parce qu'il s'ennuie dans son exil au Massachusetts, mais pour penser le présent qu'il est en train de vivre. Donc en quoi la Seconde Guerre mondiale n'est pas par hasard, je dirais, le moment où ce débat a lieu. Trois temps donc dans ce bref exposé, dans la confrontation avec ces deux textes. Dans un premier temps, en effet, qui sera très bref, je voudrais d'abord évoquer, avant les objections de Jean Wahl à Eliot, pourtant c'est bien par une objection que cela commence, What do you mean? Dans un premier temps, donc, je voudrais évoquer ce que Jean Wahl doit à Eliot, ou ce qu'il lui reprend. En effet, c'est la lecture de T.S. Eliot, bien entendu, qui a permis l'écriture du poème de Jean Wahl. On ne peut pas comprendre le poème de Jean Wahl sans revenir sur ce qu'il doit au poème de T.S. Eliot, tout comme il doit, au fond, à ces personnages conceptuels comme Kierkegaard, dont il a été question ce matin, sur lesquels il s'est appuyé en philosophie. Peut-être que l'une des forces de ce texte, c'est de prendre appui sur un texte lui-même déjà extrêmement fort, admirablement puissant métaphysiquement, comme si, au fond, T.S. Eliot avait mis la barre poétique, la barre poético-métaphysique, exactement au niveau où Jean Wahl voulait la sauter. Il a mis la barre dialectico-existentielle, pour ainsi dire, de la poésie, exactement à un niveau extrêmement élevé, dont le défi de Jean Wahl est pourtant précisément de le dépasser. La lecture d'Eliot représente pour Jean Wahl un défi, précisément parce que c'est une poésie métaphysique et dialectique, comme il a lui-même tenté d'en proposer dans ses écrits, mais aussi la poésie dialectique et métaphysique qu'il ne peut absolument pas accepter. Plus précisément encore, la lecture d'Eliot a permis à Jean Wahl un nouveau pas pour son écriture, peut-être un pas tel qu'il n'a pas eu besoin de le publier, même si je crois qu'au fond, il y a d'autres raisons à ça, sur lesquelles je reviendrai en conclusion, au moins sur 3 points. D'abord, par sa puissance dialectique, par son jeu sur les contraires. Il s'agit bien d'un poème métaphysique par là même sur le temps, et cela dès le début. Et avant même le début, si l'on voulait, en fait, le poème de T.S. Eliot est précédé par 2 exergues, 2 pensées d'Héraclite, qui précèdent Burnt Norton, le premier des 4 quatuors. Le deuxième aspect, c'est que, évidemment, il s'agit de poésie, et pas seulement d'un jeu dialectique. Et par poésie, Jean Wahl, comme Eliot et comme tous les poètes, entendent aussi l'expérience sensible individuelle que l'on prétend rendre dans le langage même qui en est peut-être incapable. Ici, le sensible du temps, ça n'est pas seulement l'expérience individuelle de l'individu T.S. Eliot dans sa mémoire, et dans sa mémoire individuelle et collective, les noms de lieux qui évoquent à la fois l'enfance de T.S. Eliot, le parcours de sa famille, mais aussi l'histoire de l'Angleterre et de l'Occident, c'est aussi et surtout les saisons, le temps des saisons. Et chacun des 4 quatuors évoque aussi, évidemment, au fond une saison, le cycle du temps, mais surtout les 2 saisons que Jean Wahl ne cesse d'opposer dans son commentaire poétique de T.S. Eliot, les 2 saisons cruciales de transition qui sont le printemps et l'automne. Enfin, le 3e thème qu'on étudiera dans cette première partie et dans les 2 autres, c'est évidemment le thème de la poésie elle-même. Donc le débat, ce que Jean Wahl emprunte et accorde d'abord à T.S. Eliot, ce qu'il lui doit, ce qu'il n'invente pas entièrement au fond, et ce qu'il a la force d'aller chercher chez l'autre pour le lui opposer de l'intérieur, ce sont les 3 thèmes, les 3 thèmes du temps lui-même, de la saison sensible et de la poésie. C'est seulement dans un 2e temps, qui sera rapide aussi, mais simplement pour poser au fond les marques de ce discours, de ce débat, c'est seulement dans un 2e temps que l'on verra ce que Wahl, cette fois, non seulement reprend bien sûr, mais objecte à T.S. Eliot sur ces 3 points, et avec quelles ressources poétiques propres
il le fait. En effet, dans le premier temps, on verra comment, très vite, Jean Val suit de très près le parcours de T.S. Eliot. Mais on verra dans le deuxième temps comment il le déconstruit au fur et à mesure. Les vers extrêmement réglés, d'une musicalité anglaise impeccable, et qui parfois se brisent pourtant de l'intérieur de T.S. Eliot, Jean Val parfois les allonge, parfois les raccourcit. Les sections même des poèmes, Jean Val parfois en reprend le thème, parfois le concentre et parfois le déplie. Il y a notamment une très longue section. Je voulais photocopier, je ne voulais pas photocopier en entier, justement, si, c'est là, on peut vraiment le faire, on peut faire cette petite comparaison, par exemple. Vous avez, c'est chez T.S. Eliot, la page 198, donc, à gauche. Ce sont les parties 4 et 5 du troisième quatuor, Dry Salvages, les trois sauvages ou les sauvages secs. Vous avez la section 4 de T.S. Eliot qui tient en trois strophes de 5 vers et que Jean Val concentre en 2 vers sur la page de droite. And the scene shifts from Krishna to Maria, Notre-Dame de la Garde au péril de la mer. Et il y a donc comme ça des concentrations, mais aussi des déploiements. Si l'on voulait photocopier le texte, essayer de les mettre en permanence en parallèle, on s'apercevrait que parfois le texte de T.S. Eliot est beaucoup plus long et Jean Val le concentre en 2 lignes, et parfois c'est l'inverse, notamment vers la fin. Jean Val, la dernière page de Jean Val n'a pas d'équivalent dans le poème de T.S. Eliot. C'est donc une réfutation véritablement poétique, intralittéraire d'un texte poétique par un autre, et non pas simplement une réfutation philosophique qui opposerait une affirmation du temps à sa négation, le printemps à l'automne, la joie de l'instant à l'amertume de l'éternité vaine du temps. Et au fond, pour concentrer le débat, on pourrait citer tout simplement, tout de suite, c'est ce vers qui, à mon avis, concentre toute l'objection philosophico-poétique de Val à Eliot sur les 3 dimensions du temps, passé, présent, avenir, où Val écrit the three, c'est-à-dire les trois dimensions du temps, qui sont 1 dans la contemplation et 3 dans la vie. The three which are 1 in contemplation and 3 in life. Au fond, tout est là. L'unité vaine des 3 dimensions du temps dans la contemplation extérieure, mais philosophique, méditante. C'est T.S. Eliot, pour qui, au fond, le présent, le passé se contredisent et s'unissent. Mais les 3 qui se contredisent et se séparent concrètement, mais qui restent 3 dans l'expérience de l'instant, c'est Jean Val. Enfin, après avoir vu cette objection poético-philosophique, ce sera très bref, on devra voir non seulement ce que Jean Val objecte, mais ce qu'il affirme, opposant aux contradictions du temps, non pas les mirages de l'éternité, mais l'unité de l'instant, la poignance, encore une fois, du printemps, à l'amertume de la terre vaine, la joie d'une dépossession active. The joy of dispossession, c'est vraiment dans le texte lui-même, ce qui nous permettra de le situer pour finir dans ce qui est bien pour nous la philosophie à part entière de Jean Val. Il n'y a pas ici un jeu poétique, une distraction poétique. Bien au contraire, c'est par la lecture de ce poème qu'on peut rendre à la philosophie de Jean Val ce qui lui revient, sa place dans le XXe siècle, à côté de celle de ses contemporains français et étrangers, à côté de Sartre, par exemple, en France, mais aussi de Heidegger, par exemple, en Allemagne. C'est pourquoi la leçon de cette rencontre ne pourra pas être seulement poétique ou métaphysique, elle sera aussi sur le XXe siècle en son cœur. Le XXe siècle est-il une terre vaine ou bien une existence nue? Est-il une contradiction insoluble ou une différence interne ou une différenciation interne? Est-il une contemplation extérieure ou une conscience intérieure? Même avec sa pointe d'inconscience, comme dit Jean Val, c'est au fond l'enjeu du débat. La traversée des contradictions d'Eliot par Jean Val, qui est la traversée au fond de tout ce qu'il appelle, ceux qu'il appelle les poètes de la détresse, en réponse évidemment à Heidegger, au temps de détresse. La traversée des contradictions d'Eliot par Jean Val est aussi celle de la langue du XXe siècle, par des percées solitaires qui ne la surmonteront jamais entièrement, mais qui la percent encore une fois de l'intérieur et que l'on pourrait tenter de reprendre ou de poursuivre. Je reprends donc très rapidement ces 3 points. Tout d'abord, ce qu'il accorde à T.S. Eliot, ce qu'il lui objecte et au fond ce qu'il affirme lui-même. Mais je serai extrêmement bref et simplement en évoquant quelques passages des poèmes que vous avez
sous les yeux. Encore une fois, il ne faut pas s'y tromper. On ne comprendra pas la différence de Wahl avec Eliot si on ne comprend pas d'abord pourquoi c'est T.S. Eliot qu'il commente et ce qu'il lui emprunte, ce qu'il lui accorde, et ce qu'il lui accorde d'ailleurs explicitement. Sur les 3 points que j'ai évoqués tout à l'heure, d'abord la métaphysique du temps en général, puis au fond la saisie lumineuse de l'instant, non pas de l'instant d'ailleurs, mais de la saison, et enfin la conception même de la poésie. Certes, le texte commence par une objection, encore une fois, et je vais y venir. What do you mean by this dirge about time? Emptying it into one vague notion. Que veux-tu dire ou que voulez-vous dire par cette marche funèbre sur le temps qui le vide dans une notion vague d'un commencement qui est une fin, d'un présent qui est un passé, d'un futur qui est un présent. Et l'objection qui vient aussitôt après, ça me semble être 2 vers d'un anglais absolument magnifique, Is the dust of the grave the same as the heaving of the womb? Is the cradle like the tomb? C'est-à-dire, est-ce la même chose que la poussière du tombeau et le sein qui se soulève? The heaving of the womb, c'est vraiment le sein maternel qui se soulève. Is the cradle like the tomb? Le berceau ressemble-t-il à la tombe? Donc ça, c'est l'objection. Mais aussitôt après, et même si ce sera suivi de nouveau par une objection, il y a ce que Jean Wahl accorde. And naturally, et là il cite, extraordinaire pratique poétique, de la citation d'un poème dans un autre poème. Naturally, time present and time past are both present in time future, etc. Il ne s'agit pas seulement d'une concession formelle. Si l'on suivait le poème de bout en bout, on verrait très vite à quel point Jean Wahl accepte la contradiction interne du temps que dénonce et dont part T.S. Eliot. Il accepte cette contradiction interne, il faut en partir. La durée bergsonienne, par exemple, qui surmonte de manière tout à fait différente cette contradiction, en la renvoyant à une illusion de l'entendement et en nous renvoyant à l'acte interne de la durée, cette durée n'est plus accessible à quelqu'un comme Jean Wahl, peut-être pour des raisons internes d'ailleurs à l'histoire du XXe siècle. Au fond, la dialectique du temps, il faut la traverser. Tout le poème de Jean Wahl est un poème métaphysique en ce premier sens, qu'il est une traversée de la contradiction. On pourrait multiplier les exemples de ce que Jean Wahl ainsi accorde à T.S. Eliot. Je n'ai pas noté le numéro de la page de l'autre citation que je voulais faire ici, et qui commence par However I repeat with you. Donc, je viens de le citer. Pourtant, je répète avec vous, je répète avec toi. Je ne sais pas s'il faut dire vous ou toi ici. Je répète en tout cas la même chose que toi. Donc, il accorde tout à fait librement l'essentiel, c'est-à-dire qu'il y a une contradiction profonde dans le temps, et qu'au fond, cette contradiction dans le temps n'a jamais été aussi terrible, aussi puissante qu'ici. Plus loin, il dira encore I remember what you said about time, c'est-à-dire je me souviens de ce que vous disiez sur le temps. Au fond, encore une fois, avant d'objecter, il faut accepter l'idée qu'on doit traverser cette absolue contradiction du temps, du passage du temps, de l'inexistence, non seulement de l'inexistence du temps, mais de l'équivalence des moments apparemment différents du temps. Le point crucial, la thèse cruciale de T.S. Eliot, celle qui commence et qui termine son poème, c'est bien cette équivalence du commencement et de la fin qu'il concentre dans la devise d'Écosse. In my beginning is my end, dans mon début est ma fin, et qui fait au fond la leçon des Four Quartets, ce qui fait que véritablement la leçon du texte est cette auto-annulation de soi. C'est la première chose qu'il faut accorder. La deuxième chose qu'il faut accorder, et je suis obligé évidemment d'aller très vite, la deuxième chose qu'il faut accorder est pourtant contradictoire, c'est que le poète T.S. Eliot n'est pas seulement le poète de la contradiction dialectique, ça n'est pas seulement le poète d'un temps irréel, celui des choses qui n'ont jamais été. What might have been, au vers 5, au vers 6 de T.S. Eliot, what might have been is an abstraction, etc. Ce poète des choses qui n'ont pas existé, auquel Jean Wahl va opposer les choses qui existent vraiment. Il ne faut pas rêver de fleurs que personne n'a touchées, mais il faut, dit Jean Wahl dans la fin de la première page,
une strong realness, dans une réalité, c'est même pas reality, c'est le realness, dans une réalitude, je ne sais pas comment il faudrait dire en français. Look at the looked at roses. Page 1, là, c'est un vers aussi que je trouve magnifique. Regardez aux roses qui sont vraiment regardées. Regardez les roses qui sont vraiment regardées. Pas les roses de l'imaginaire. Bon, certes, c'est ce qu'il objecte à T.S. Eliot. Mais que serait un poème, et que serait très précisément le poème de T.S. Eliot, s'il n'y avait pas ces fulgurantes intuitions sensibles, ces descriptions extraordinaires des premières roses, des premières tombées de neige dans les dernières roses de l'automne, ces descriptions du passage des saisons que Jean Wahl reconnaît pour leur beauté et leur côté poignant. Certes, Jean Wahl, on va le voir dans les objections, reproche à T.S. Eliot sa fascination pour l'automne. Il lui reproche sa fascination pour l'automne, par exemple au début de East Coker 2, la 3e page, je crois, que vous avez sous les yeux. C'est toujours l'automne quand ce n'est pas l'hiver dans tes poèmes. Est-ce toujours l'automne quand ce n'est pas l'hiver dans tes poèmes? Mais le troisième vers est un hommage poétique splendide et d'ailleurs mérité. Les poèmes de T.S. Eliot sont vraiment, sur ce point, qu'on les apprécie ou pas, extraordinaires. Enfin, ce sont des poèmes magnifiques. And yet you know so well spring's poignancy. Et pourtant, tu connais si bien la poignance du printemps. Cet hommage ici, et pourtant vous connaissez, ou tu connais si bien la poignance du printemps, c'est bien entendu, ça n'est pas seulement un goût partagé pour les petites fleurs et les rossignols. Ce qui est partagé ici, ça n'est pas seulement un goût pour les promenades au printemps dans la campagne. Ce qui est partagé, c'est la reconnaissance que l'absolu du temps se trouve dans l'expérience sensible des choses, dans l'expérience de la nature sensible, dans ce peu de vert ou ce peu d'azur que Jean Wahl avait déjà découvert dans le premier des poèmes de circonstance. C'est dans cette expérience sensible des contradictoires unis dans l'instant. Le moment, cet extraordinaire vers que j'aurais dû citer de près, mais je n'ai pas fait, cet extraordinaire vers de T.S. Eliot, encore une fois, où on voit the first snow in the last roses, la première neige dans les dernières roses. Ce moment de la contradiction sensible où, au fond, se joue la reconnaissance poétique. Et au fond, il va opposer le printemps à l'automne. Très bien. Mais la reconnaissance poétique, c'est que printemps et automne sont les instants des saisons contradictoires, les instants des saisons de passage, il s'agit ici des passeurs, les instants proprement de l'exclamation poétique, les instants que Jean Wahl lui-même, dans sa poésie, va tenter de ressaisir. Donc, il y a d'abord un hommage. Il ne faudrait pas lire ce texte simplement comme voilà l'Héraclite français contre le Parménide anglais, le penseur du passage contre le penseur de l'éternité. Il y a de ça, évidemment. Il s'agit de deux grands présocratiques du XXe siècle, en un certain sens. Mais bien entendu, c'est beaucoup moins sommaire sur le fond. Il reconnaît d'abord dans T.S. Eliot l'autre qui pense le problème là où il faut le penser, le problème du temps dans sa contradiction logique et dans son unité sensible, pour autant. Enfin, le troisième point sur lequel Jean Wahl rend hommage à T.S. Eliot, c'est sur le point de la poésie elle-même. La reprise de la forme poétique, évidemment, ici, ne peut que nous frapper. Il ne s'agit pas seulement d'une parodie ou d'une greffe, il s'agit véritablement de se mouler dans un mouvement poétique de l'intérieur, pour en reprendre la musicalité anglaise, mais aussi pour en suivre la méditation interne. Et cette reprise de la forme poétique, d'une manière extrêmement libre, Jean Wahl montre pourtant comment elle ne suppose aucune compétition, aucune comparaison entre les poètes. Alors là aussi, je vais essayer de ne pas m'y perdre dans mes photocopies. Je crois que je l'ai photocopié. Oui, c'est le 5 de East Coker, donc je crois bien que vous l'avez. Mais comme je m'y perds un peu... Oui, vous l'avez, c'est la 5e page. C'est la 4e page. Mais c'est là où la photocopie est un peu sombre, sur la page de droite. C'est à partir du 3e vers du 5. Donc, East Coker, c'est le deuxième des noms de lieux qui servent de titre aux 4 quatuors de T.S. Eliot. So, for another reason than any of your reasons, there is no complete comparison between any poets, no competition, even no place for them really. Everything has been discovered and nothing. Et là, on va voir que dans un texte philosophique, Jean Wahl dit exactement la même chose. Donc, pour une autre raison que
toutes vos raisons. Il ne saurait y avoir de comparaison complète entre aucun poète. Pas de compétition. Il n'y a même pas de place pour eux, en vérité. Tout a été découvert et rien, mais il y a du gain et il y a de la perte, et en même temps, pas de gain et pas de perte. Autrement dit, il s'agit ici d'une reprise qui n'est pas une compétition, ça n'est pas une joute poétique, il n'y a pas de normes communes pour les poètes singuliers, il s'agit plutôt d'une relation libre entre des différences que permet, au fond, la puissance poétique de T.S. Eliot lui-même. Mais, et c'est le dernier point de cette première partie, Jean Wahl dit bien « for another reason than any of your reasons ». En effet, si on lit le texte d'Eliot juste à côté, pour Eliot, la poésie elle-même est devenue vaine. The poetry does not matter. La poésie n'importe pas. Extraordinaire aveu de vanité, et non seulement de la terre et du temps, mais du poème lui-même. Or, Jean Wahl dira, précisément dans un texte admirable de poésie et métaphysique, dans l'existence humaine et transcendance, dans le geste même de la destruction, il y a encore l'acte même de l'expression. La poésie vaut encore comme acte même d'expression. C'est dans un passage aussi, d'ailleurs, qui rejoint ce que disait Vincent Delcroix ce matin, donc je peux le citer tout de suite. Il essaie à la fois de se construire et de se détruire, de conserver ce moment et de se délivrer de ce moment en le détruisant. Il est le veuf, l'inconsolé, mais aussi celui qui s'encourage à une audacieuse tentative. Il amène l'inconscient vers le conscient, il s'agit du poète. Il se détruit lui-même en même temps qu'il s'affirme lui-même par l'expression. L'erreur, ce serait de croire que se détruire par un poème, ça n'est pas en même temps s'affirmer. Il s'agit juste, au fond, de changer le signe de ce que fait T.S. Eliot, mais de faire la même chose que lui, simplement, encore une fois, et ça change tout, bien sûr, en changeant le signe comme on change le signe d'un nombre. À travers ce que Jean Wahl a ainsi accordé à T.S. Eliot, cette contradiction dialectique du temps, qui se saisit à même des intuitions sensibles, et d'ailleurs pas seulement les saisons, mais les deuils et les naissances, et enfin cette reconnaissance du poétique, on a déjà vu apparaître la profondeur des objections, bien entendu, que Jean Wahl adresse à T.S. Eliot. La plus grande, ce texte au fond peut être lu comme une longue objection sur la réalité du temps, la réalité de la différence entre les instants. Le grand thème de T.S. Eliot, l'équivalence finale entre le commencement et la fin, cette grande thèse de T.S. Eliot, c'est bien entendu précisément celle que Jean Wahl veut commenter, veut réfuter. L'erreur de T.S. Eliot, c'est de passer par la contradiction pour revenir toujours à cette contradiction comme simplement contemplée, pour ainsi dire, comme répétée, comme insistante, mais vue de l'extérieur. Et Jean Wahl lui dit à plusieurs reprises, I know, bien sûr, tu vas y revenir une fois de plus. Je n'ai pas photocopié ce passage-là, où il lui dit encore à un moment qui est tout à fait admirable, là vous l'avez, c'est la deuxième page que j'ai photocopiée, au début du 3 du premier quatuor, Burnt Norton. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait croire, je le dis pour ceux qui iront voir les textes, les 4 quatuors de T.S. Eliot ne sont pas 4 x 4. Il y a 4 poèmes, mais de chaque fois 5 parties. Donc, c'est un texte un peu piégé. On pourrait croire que... Bon. Mais non, c'est plutôt des quatuors au sens des morceaux de musique. Il y a peut-être 4 instrumentistes, mais il peut y avoir 5 mouvements. Bon. En tout cas, il y a 5 mouvements en général. Et donc, ici... Voilà T.S. Eliot d'abord, page de gauche. Here is a place of disaffection, time before and time after, in a dim light. In a dim light. Et dim, ça veut dire obscur. Donc. Ici, c'est un lieu de désaffection. Le temps d'avant et le temps d'après, dans une lumière obscure. Et voilà ce que Jean Wahl objecte, d'un air un peu las, au fond. But now again you turn towards wasteland, land of Gerontion and young Gerontion, etc. Mais surtout le début, évidemment, c'est une allusion au poème, à l'autre poème, The Wasteland, la terre vaine. Mais voilà, de nouveau, vous vous tournez vers la terre vaine. Et évidemment, dans cette lumière de la terre vaine où il ne se passe rien, apathetic and cold, etc. Tous les adjectifs que Jean Wahl lui oppose, une rafale d'adjectifs de dépression, pour ainsi dire. Et puis il répond, il a donc intercalé tout ça entre le premier vers et les vers à peu près
11 et 12 de cette strophe. Here are time before and time after, here a dirty light. Une lumière sale. Le dim, obscur, est devenu dirty, sale. Et Jean Val va pousser la contradiction plus loin. And not enough obscurity for us to be purified, not enough solitude for us to be reconciled. Pas assez d'obscurité pour nous purifier, pas assez de solitude pour nous réconcilier. Il va jusqu'à la tristesse, mais pas jusqu'au désespoir, pour parler un terme kierkegaardien. Il va jusqu'à l'obscurité, mais pas jusqu'à la noirceur, qui permettrait de nous en sortir. Et l'objection ici est qu'au fond, la lande vaine, la terre vaine, l'automne, n'est pas encore assez dur pour faire ressurgir le printemps. Au fond, donc ce que Jean Val objecte ici, c'est bien entendu que le mélange des contradictoires, le mélange du début et de la fin, le mélange du temps d'avant et du temps d'après, qui produit dans la contemplation vaine, et ici on est quand même très près de Bergson, c'est-à-dire la vanité du temps n'apparaît que quand on le contemple de l'extérieur, sans être pris dans la création concrète, dans le passage concret, eh bien cette vanité des choses n'est qu'une demi-méditation, n'est qu'une contradiction à moitié, n'est qu'une demi-métaphysique finalement. Il y a une réalité du temps qui se traduit non seulement dans la différence des instants, mais dans la réalité des sentiments, les deux sentiments essentiels étant ici l'espoir et l'amour. Il y a toute une métaphysique de l'amour chrétien chez T.S. Eliot, représentée par la colombe, et qu'au fond, Jean Val, sans relâche, laïcise, inscrit dans le sensible, inscrit dans la relation concrète au monde et à l'autre. Jean Val produit une inversion minimale. Quand T.S. Eliot écrit « Je ne suis pas là où je suis », Jean Val écrit « Je suis là où je ne suis pas ». La négation est juste, le temps nous écarte de nous-mêmes en permanence, mais cet écart est encore une présence et pas seulement une absence. C'est plutôt une extension de notre présence qu'une diminution de notre présence. Et de même, bien entendu, pour la poésie, et c'est ici, alors je suis obligé d'aller vers ma conclusion déjà, mais c'est ici qu'il faudrait suivre très profondément la manière, comme je l'ai déjà évoqué, la manière dont, en même temps qu'il l'accompagne, dans cet extraordinaire commentaire poétique, en même temps qu'il l'accompagne, Jean Val ne cesse de briser l'enchantement de T.S. Eliot, de briser le rythme de l'intérieur, non pas parce qu'il maîtriserait moins bien l'anglais poétique, ce qui est peut-être le cas au fond. Par siècle, il n'y a que 3-4 poètes dans une langue comme T.S. Eliot en anglais, mais précisément parce qu'il maîtrise suffisamment bien l'anglais poétique pour désamorcer de l'intérieur les charmes, encore une fois, de la poésie de T.S. Eliot. Il casse le rythme en permanence. Il casse le rythme et il casse cette boucle qui ne cesse de se reformer, qui ne cesse aussi d'impliquer avec elle l'histoire individuelle et l'histoire universelle dans le poème d'Eliot. Bon, cette réfutation, vous l'approfondirez, on peut l'approfondir dans les extraits. Si on en avait le temps, il faudrait la suivre, encore une fois, vers après vers, rythme après rythme, de l'intérieur même du texte, et jusque dans l'articulation des mots, bien entendu. Le dernier point sur lequel je voudrais insister, en revenant sur les différents aspects que j'ai évoqués, et avant de conclure, le dernier point sur lequel je voudrais insister, c'est l'affirmation poétique de Jean Val. Cette affirmation, elle porte donc sur l'instant, sur le temps, sur l'instant comme solution à la dialectique du temps, sur la saison, et même sur, encore une fois, le rapport à la nature, le rapport au lieu, et sur la poésie elle-même. Donc ces 3 remarques dans cette dernière partie, avant une ou 2 remarques de conclusion. D'abord sur l'instant. Alors on le sait, ça a été évoqué déjà à plusieurs reprises, l'instant est le concept central, l'une des catégories centrales de la philosophie de Jean Val, celle qu'il va chercher paradoxalement chez Bergson, puis chez Descartes, dans son texte sur l'idée de l'instant, dans la philosophie de Descartes, surtout chez Kierkegaard, et Vincent Delcroix en a parlé ce matin, et également dans la physique et dans une relation aussi critique avec Bachelard, comme il en a été question ce matin. Mais c'est surtout, l'instant est surtout la justification même de la poésie. Au fond, je le dirai en conclusion, mais on peut le dire tout de suite, ce qui fait le lien entre métaphysique et poésie, c'est la contradiction de notre existence temporelle et sensible. C'est cette contradiction qu'aucun discours rationnel ne peut saisir, et que pour saisir, on a 2 moyens de saisir. On peut les saisir par la dialectique des contraires. La dialectique des contraires qui définira toujours la métaphysique, d'une certaine manière, qui définit toujours aussi la contradiction même entre notre esprit et la réalité. Mais on peut la saisir aussi
par la dialectique des contraires, en tant qu'elle nous ramène devant le contact avec le réel, et non pas seulement dans la contradiction avec le réel. Et l'instant, c'est toujours cet instant de contact avec une altérité, parce que la relation est contradiction, parce que la présence est déjà contradictoire. Il n'y a que l'instant poétique pour nous la rendre sans la trahir. Au fond, Jean Wahl est bien entendu un penseur de la différence, et c'est pourquoi il a été si important pour Deleuze et pour Lévinas, en un certain sens, même si Lévinas lui a reproché son affiliation kierkegaardienne, mais il lui dédie quand même totalité et infini. Jean Wahl a été un penseur de la différence, mais d'une différence, comme chez Bergson, déjà surmontée dans le sensible, et qu'il appartient à la poésie de retrouver. Dans ce commentaire poétique de T.S. Eliot, vous retrouverez évidemment les allusions aux instants. Moments, other moments involving, dit-il à un moment, c'est-à-dire des moments qui en incluent d'autres. Au fond, la vraie réponse à T.S. Eliot, ça n'est pas le passage du temps seulement, mais c'est l'expérience de l'instant comme tel. Bon, alors là aussi, vous retrouverez à de nombreuses reprises cette expérience de l'instant, et évidemment encore mieux peut-être dans les poèmes français, dans le recueil des poèmes paru à Montréal, où c'est en permanence le cas. D'ailleurs, le fait est que, j'en dirai un mot pour conclure, la forme poétique de Jean Wahl, ça n'est pas le poème long. Ça n'est pas le poème long. C'est son seul poème long. La forme poétique, c'est le poème bref. C'est le poème instantané, en quelque sorte. Et là, il s'est forcé, pour une certaine raison, laquelle je conclurai, et au fond, dans ces autres, c'est peut-être pour ouvrir la voie aux instants poétiques qui sont véritablement les siens. Plus même que le printemps, ensuite, par opposition à l'automne, Jean Wahl se permet un seul nom de lieu qu'il oppose aux multiples noms de lieux de T.S. Eliot. Il y en a peut-être deux, il y a peut-être aussi Notre-Dame de la Garde au péril de la mer que j'ai cité, alors que T.S. Eliot, page 198, citait effectivement la statue sur la falaise, là aussi, Lady whose shrine stands on the promontory. Et lui, il dit Notre-Dame de la Garde au péril de la mer. Bon, ça, c'est donc peut-être effectivement un lieu concret, même certainement. Mais il y a un seul lieu qu'il évoque, et vous l'avez au début du 3e quatuor, The Dry Salvages, où, pour une fois, en quelque sorte, Jean Wahl, cette fois-ci, dit « je ». C'est le seul moment, véritablement, où c'est un jeu qui n'est pas un jeu philosophique, un jeu qui est un sujet qui s'oppose à un autre, à ce « what do you mean ». Il y a un « I », évidemment, qui avait répondu. Mais là, c'est vraiment, on a l'impression que c'est vraiment la mémoire concrète de Jean Wahl. Near Brest, c'est donc sur la page de droite, là, à côté de la page 186 d'Eliot, près de Brest, I heard the tolling bell, the wailing rather than whistling of the whistling buoy, c'est-à-dire la bouée. Bon, je vais vous le citer dans la traduction. À Brest, j'ai entendu la cloche du glas, the tolling bell, c'est le glas, oui, the bell. The wailing rather than whistling of the whistling buoy, comme un gémissement plutôt qu'un sifflement de la bouée sifflante. Au fond, ce que Jean Wahl oppose ici, c'est peut-être le souvenir de son départ pour l'Amérique, c'est peut-être le souvenir du bateau qu'il a pris, qui a croisé au large de Brest, c'est peut-être aussi le glas de la Seconde Guerre mondiale qui s'oppose à la bouée simplement qui ne cesse de siffler au large des falaises anglaises. Au fond, toutes les cloches ne se valent pas, et la bouée ici, c'est peut-être effectivement quelque chose comme un instant concret qui s'oppose plus profondément encore que le printemps à l'automne abstrait de T.S. Eliot. Enfin, sur la poésie, bien entendu, il s'agirait ici de revenir à cette affirmation poétique de Jean Wahl dans ce poème, mais je vais laisser ce point de côté pour en venir véritablement, simplement, à ma conclusion. En effet, ma conclusion portera sur 3 points, simplement. C'est ce que nous apprend véritablement cette opposition. Tout d'abord, évidemment, elle nous apprend tout ce que j'ai tenté de montrer. Elle nous apprend 3 choses. Elle nous apprend d'abord, au fond,
tout ce que j'ai tenté très rapidement d'esquisser, c'est-à-dire un véritable dialogue poétique et métaphysique au cœur du XXe siècle sur l'expérience du temps, sur l'expérience, sur le problème métaphysique du temps, sur l'expérience sensible du temps, et finalement sur le rapport entre poésie et philosophie. Mais la deuxième chose sur laquelle on pourrait conclure, en s'appuyant sur un texte de Jean Wahl lui-même, je conclurai évidemment sur d'autres poèmes pour finir, la deuxième chose sur laquelle on pourrait conclure, c'est sur se demander s'il ne s'agit pas d'un double échec, au fond. Cette double confrontation n'est-elle pas aussi un double échec ? D'abord, l'échec de T.S. Eliot, aux yeux de Jean Wahl, puisque T.S. Eliot doit être réfuté, puisque l'échec du siècle, c'est de produire la contemplation du désastre, la contemplation du dévasté, la contemplation du wasteland, du waste sad time, de la poésie vaine elle-même. Poetry does not matter. Et échec aussi de Jean Wahl lui-même, puisque Jean Wahl, au fond, n'a pas publié ce poème, puisqu'au fond, cette réponse poétique de Wahl s'appuie peut-être sur un constat plus grave encore d'échec de la poésie, puisque T.S. Eliot a peut-être implicitement terrassé celui qui tentait de lui répondre en plein milieu de la Seconde Guerre mondiale. Je crois qu'il ne s'agit pas d'un échec, mais qu'il s'agit quand même en partie d'un échec. Ce que je veux dire par là, en citant un texte de Jean Wahl dans un instant, c'est que si Jean Wahl n'a pas publié ce poème, c'est en effet peut-être parce qu'il condamnait tellement ou il critiquait tellement l'entreprise de T.S. Eliot qu'il valait mieux lui répondre par des poèmes brefs de l'instant plutôt que par l'opposition des poèmes de l'instant aux longs poèmes de l'éternité dans le cadre même d'un grand poème. Que dit en effet Jean Wahl en concluant, et c'est l'un des textes où il me semble qu'il y a un écho de ce texte, parce que ce texte, on ne peut pas écrire un poème comme ça, ce n'est pas d'écho ensuite dans ce qu'on publie effectivement. Un des textes où il y a un écho de ce grand poème, c'est la conclusion d'un texte très important intitulé « Poésie et métaphysique ». Je vérifie le titre parce qu'il y en a un aussi qui s'appelle « Métaphysique et poésie » qui a été cité tout à l'heure. C'est la préface de... Là, c'est « Poésie et métaphysique ». C'est la préface de « Poésie, pensée, perception » qui s'appelle « Métaphysique et poésie ». Là, c'est « Poésie et métaphysique ». Et que dit ici Jean Wahl ? Je vais citer tout un paragraphe, mais il me semble... Nous ne pouvons plus, dit Jean Wahl, construire de grands poèmes métaphysiques. Nous ne pouvons plus construire de grands poèmes métaphysiques. Et peut-être est-il difficile de construire de nos jours de grands poèmes. Autrement dit, ce que fait T.S. Eliot, ce qu'il a essayé de faire, ça n'est plus possible. Il l'a dit aussi dans le même texte juste avant. C'est quand au fond de nous, la métaphysique est réduite au silence, que soudain la poésie élève sa voix, mais, ajoute-t-il, dans cette voix, nous entendons l'écho des méditations du métaphysicien disparu. L'écho des méditations du métaphysicien disparu. Cet écho, c'est dans le poème de T.S. Eliot. Mais il n'est plus possible. Et donc, que conclut Jean Wahl ? Je cite, « Mieux vaut rester à notre place, marqués par le destin de notre culture et par le nôtre, et faire ce que nous pouvons, faire si peu que ce soit. » Insistons sur ce peu, si peu que ce soit. Au temps de la détresse, et là c'est vraiment Jean Wahl parlant des poètes de la détresse contre Heidegger parlant de Hölderlin, au temps de la détresse convient non peut-être une poésie de la détresse, pas la poésie de la détresse, mais une poésie qui naît d'elle pour la surmonter, après se l'être appropriée. Eh bien, je crois qu'il fait ici part de son expérience. Il a tenté de s'approprier le poème de la détresse de T.S. Eliot, autrement qu'Heidegger a tenté de s'approprier Hölderlin. Et se l'approprier, c'était au fond ne pas se l'approprier. C'était passer à des poèmes plus brefs et plus courts, à ce qu'il cite ensuite. Peut-être dans l'époque qui va venir, les intuitions fondamentales dans tous les domaines seront plus vagues, plus massives, plus informes, tandis que les idées qui leur correspondront seront plus déliées et plus subtiles. Si Jean Wahl avait joué le coup de la détresse, peut-être serait-il plus connu qu'aujourd'hui, il ne l'est, mais il a joué contre la détresse qu'il a traversée pourtant, non seulement dans la prison et dans l'exil, mais aussi dans la poésie, dans la dialectique poétique. Eh bien, il a cherché à la surmonter plutôt qu'à s'y tenir, en quelque sorte. Encore une fois, cette belle phrase, je trouve, « Mieux vaut rester à notre place marquée par le destin de notre culture et par le nôtre ». Au fond, donc, ce sera ma troisième remarque sur ce point. Jean Wahl a finalement répondu, non pas par un grand poème contre un autre, mais par des petits poèmes accompagnés de grandes réflexions métaphysiques. Les poèmes doivent être brefs. Les poèmes doivent être brefs et lumineux,
pour s'opposer de l'intérieur à des poèmes grands et obscurs, mais en maintenant ce débat au niveau qui est le sien, il s'agit encore de grands poèmes métaphysiques. Les poèmes de Jean Wahl, le recueil de 1944, est un recueil traversé par un parcours, mais c'est un parcours fait de poèmes courts. Et par ailleurs, les grands textes, les textes philosophiques peuvent être longs. L'intuition sensible il s'agit donc d'une autre répartition du même problème. Soit on met un peu de philosophie dans des grands poèmes, soit de brefs poèmes et une longue philosophie. Je crois que les poèmes doivent être courts, et c'est là aussi ce que Jean Wahl répond à T.S. Eliot. Je cite ici les 2 premiers poèmes, des poèmes de circonstance. Le premier s'appelle Septembre 41, et il commence par une citation de Verlaine, là aussi entre guillemets. La vie est là, simple et tranquille, ça c'est Verlaine. Et il est en prison, Jean Wahl, quand il écrit ça. La vie est là, simple et tranquille, séparée d'elle par un mur, nous regardons tous immobiles, ce peu de verre, ce peu d'azur. Ce peu de vers, ce peu d'azur, c'est à mon avis ce peu de poésie qui reste, mais avec lequel on peut répondre. Et j'entends enfin une réponse, l'ultime réponse peut-être à T.S. Eliot, dans ce dernier poème des poèmes de circonstance, où l'on retrouve véritablement les saisons et peut-être tous les thèmes de ce dialogue poétique, encore une fois, il faudrait poursuivre, et que je n'ai fait qu'évoquer. Le temps toujours mouvant amènera l'été, jusqu'au hideux hiver le tenant à merci. La sève est arrêtée et tout éclat terni, tout est froid, tout est mort et tout est dévasté. Donc là, c'est vraiment waste. Mais distillons les fleurs des anciens printemps, liquides prisonniers en des murs transparents, sinon beauté n'est plus ni même sa mémoire. Elle est là cependant, car embaumant leur gloire, encloses au parfum quand vient l'hiver, les fleurs, ne perdant que l'aspect, ont conservé l'odeur. Bon, alors on peut faire ce qu'on veut de ces poèmes, il faut les commenter de près. Tout ce que je voulais signaler, c'est donc que c'est peut-être là l'ultime réponse de Jean Wahl à T.S. Eliot. Et la toute dernière remarque que j'ajouterai, c'est que l'enseignement pour nous n'est pas seulement dans cette opposition, ni même dans cette ultime réponse. Ce peu de sensible, ce peu d'intuition qui nous reste dans un temps dévasté, ce peu de relations, d'existence nue dans une terre vaine, ce n'est pas seulement ça, c'est aussi, au fond, la relation même entre les 2 grands poèmes. Donc je dirais, au fond, l'ultime réponse pour nous, alors peut-être que Jean Wahl, lui, au fond, l'a dépassé, mais pour nous, c'est aussi cette confrontation de 2 grands poèmes qui nous montre que peut-être la possibilité, la réponse est aussi dans la relation entre les poèmes, dans la relation et la différence entre les poèmes et les philosophies. Peut-être que la voie des grands poèmes et des grandes métaphysiques n'est pas entièrement fermée, si on s'en tient au moins encore une fois, à cette expérience et à cette différence. Ceux qui auraient pu devenir ceux qu'auraient pu devenir ces amis perdus, donc qui sont autour de tombes, autour de virtualité de possibilités jamais advenues. Bon, alors au fond, c'est le même problème qui se pose ici et qui se pose dans ce texte de Zarathustra. Comment peut-on demeurer poète en récusant toute contemplation d'une pure possibilité? Voilà, alors, plus exactement, est-ce que cela vous semble poser problème dans le cas de Wahl? Je crois que je serais d'accord avec lui pour opposer 2 types de poésie. Parce qu'il ne dit pas au fond que c'est la seule. Il y a aussi celle de T.S. Eliot, qui est celle de ce à quoi il répond, là c'est dans la strophe d'à côté, le passage où T.S. Eliot, donc après avoir l'abstraction de possibility, il dit « Footfalls echo in the memory down the passage which we did not take, towards the door we never opened, into the rose garden. » Bon. Alors, T.S. Eliot est aussi Mallarmé, c'est-à-dire c'est la fleur absente de tout bouquet. Celle que le mot fait surgir, c'est l'absente de tout bouquet. Bon. Et à Mallarmé, Wahl oppose toujours Rimbaud. Et Rimbaud, c'est la mer allée avec le soleil, c'est-à-dire c'est justement l'expérience. Il a raison ou il a tort. Mais il y a 2 poétiques. Elles ont en commun toutes les 2 d'être métaphysiques et de dépasser les apories du temps. En effet, la possibilité pure et la réalité sensible. Mais l'idée, en effet, je crois que Nietzsche est derrière, et il met Nietzsche de son côté, et en effet, ça c'est sûr. L'idée, c'est quand même que, au fond, oui, la poésie, qu'elle le veuille ou non, et même T.S. Eliot, malgré lui, évoque en réalité la réalité pure de son enfance, la réalité pure du sensible,
la réalité pure du printemps. And yet you know the poignancy of spring, spring's poignancy. Tu la connais, que tu le veuilles ou non, c'est toi qui la décris le mieux. Pourquoi dis-tu que le temps n'existe pas alors que tu sais ce que c'est que la neige tombant sur les dernières roses? Donc oui, le poète nous dit, voilà, la première neige sur les dernières roses, c'est la réalité absolue. C'est ce qu'il dit. Hein. Moi, je le pense aussi, en fait. Moi, je voulais faire juste une petite remarque. En fait, je vais prendre le relais sur ce thème avec mon exposé après. En fait, il y a Deleuze qui dit que la philosophie de Wahl, la pensée de Wahl a eu une grande importance pour le différent rapport qu'il a établi entre le non et le oui. Mm-hmm. Donc, dans ce que vous avez dit tout à l'heure, je trouve qu'il y a c'est très intéressant le différent type de non de Wahl par rapport au no de Eliot. Donc d'abord il y a un no qui pourrait sembler de négation de Wahl par rapport à Eliot, et d'autre côté il y a le no d'une dialectique, peut-être là je force un peu, fermée de la poésie de Eliot, qui me donne l'impression d'ailleurs d'être très, très hegelienne, comme peut-être la poésie de Mallarmé. Oui, c'est vrai. Donc, et ben voilà, tout simplement ça. Tout à fait. Ouais. Je crois effectivement qu'il y a deux noms. Et quand il dit the now of the no, c'est quand même. Oui, tout à fait. Puis il y a aussi le oui de Wahl, de l'affirmation de l'instant, de la création. Et d'autre côté, il y a un oui qui pourrait rassembler à le oui de l'âne de Nietzsche, en fait, qui dit oui à la vie, mais en fait n'affirme pas la vie. Il n'y a pas de sélection. Oui, exactement. Là, évidemment, je force le texte. Il y aurait beaucoup à dire, mais il y a une autre création verbale étonnante dans ce poème de Wahl. C'est quand il dit, là je ne le retrouve pas, mais c'est quand il dit and you yes it. You yes it, il fait de yes un verbe. Et tu le oui, on pourrait dire en français. Tu l'affirmes. Oui, mais you yes it. C'est très étrange. Je sais pas comment, c'est presque intraduisible évidemment. Mais c'est déjà en anglais, c'est presque. Je sais pas, faut être un anglophone vraiment pour sentir si c'est aussi bizarre qu'en français. Je crois que c'est bizarre quand même. You yes it. C'est bizarre, non? Oui. C'est vous qui. Regardez, on aura une discussion finale, hein, je le dis, je reprends ma casquette d'animateur aussi, pour dire que peut-être je peux répondre encore à une question et garder pour la discussion finale, sinon Giuseppe n'aura pas le temps de faire son exposé, donc peut-être encore une question, je ne sais pas si... Oui, et puis après, on gardera tout pour la discussion finale. Je me demande si entre ces deux poésies, l'une en fait, la poésie du temps dévasté, et l'autre, une poésie du temps retrouvé dans un instant, si aussi Wahl en fait oppose d'un certain côté, prend aussi à côté de chez lui, Proust et le temps retrouvé quelque part, l'instant christien, qu'on peut. À vrai dire. Tu pourrais justement traduire dans le métaphysique. Et tout ça justement c'est difficile à dire, il ne parle pas très souvent de Proust. Hein. Il en parle parfois, mais j'ai l'impression qu'il dirait sur Proust ce que je viens de dire sur Jean Wahl. D'un côté, Proust est quand même du côté presque du temps perdu du platonisme, on pourrait dire dans un certain sens. Mais en même temps, quand il décrit l'aubépine ou le morceau de musique, même malgré lui, quoi, il est dans l'instant. Alors, mais ça, c'est moi, hein, j'ai pas de texte, pour l'affirmer. Mais c'est certain, quand j'ai dit au passage que le temps perdu était la hantise du XXe siècle, c'est certain que, et on pourrait y inclure Bergson évidemment, c'est certain que ce thème est évidemment le thème du siècle, oui. Et il est certain aussi que Jean Wahl, est-ce qu'il est certain aussi que Jean Wahl propose un temps retrouvé quelque part? Pour moi, oui, c'est ce qu'il essaye, en tout cas. Est-ce qu'il y arrive? C'est une autre question, à chacun de dire. Que ce soit son projet, ça me paraît incontestable. Si je peux intervenir très vite, moi je vois Deleuze partout, c'est ma faute, mais je pense au livre de Deleuze sur Proust, en fait, et une affirmation, une parmi, sinon la dernière affirmation qu'avait fait Deleuze à la fin de sa vie, qui avait dit unanimement son vie,
Et il y a une phrase de Proust qu'il cite dans Proust les signes, de Proust qui dit toute ma vie un apprentissage, quelque chose de semblable. Donc c'est pas, à mon avis, le temps retrouvé, c'est pas un temps fermé qui rinsère et se renferme dans une totalité. Donc c'est un temps ouvert. Je sais pas, ça c'est juste une suggestion.